Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Danser sa vie sur ABC Talk, la première chaîne du bien-être et du développement personnel. Lorsque nous allons au spectacle, nous nous laissons subjuguer, ébahis par les prouesses artistiques et techniques des interprètes, mais nous ne sommes pas sans ignorer que derrière cette apparente fluidité, simplicité, se cache un immense travail de répétition, de création, d'organisation. Alors aujourd'hui, avec mes invités, nous allons partir en coulisses. Ils vont nous aider à nous livrer quelques clés, quelques conseils pour une vie artistique réussie et épanouie. Mais certains secrets resteront bien gardés car notamment quand il s'agit de magie, le mystère est de mise. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Soledad Franco qui est créatrice, cofondatrice du site casting.fr et des Bains du Marais. Elle est aux côtés du très célèbre magicien mentaliste Larsen. Alors, je vous préviens tout de suite, certaines séquences de cette émission risquent d'être un petit peu énervantes, mais c'est aussi ça, danser sa vie. Alors, abracadabra, je vais y arriver, abracadabra, c'est parti! Alors Soledad Franco, bonjour. Bonjour, comment ça Gaëlle, va? très bien. Est-ce que tu es bien installée là sur le canapé d'ABC Talk? Très bien. On est bien chez toi, ouais. c'est beau, c'est coloré, c'est comme toi. Ah, merci. L'accueil pour nous, c'est hyper important, que vous sentiez Cosy, bien. on est bien, c'est chaleureux. Alors tu connais déjà l'invité qui partage avec toi ce plateau, Larsen. Bonjour Larsen. Bonjour. Magicien, mentaliste. Tu vas nous dire pas tous vous les dire. secrets, Non, mais je garde tout pour moi. est-ce que tu es bien installé Larsen? Je suis comme Soledad, en pleine forme et on est super bien installés. On a l'impression d'être à la maison. Bon, donc tous les deux, vous avez, comme je disais, vous vous connaissez déjà, mais peut-être qu'il y a des choses que vous ignorez les uns les autres. Vous avez tous les deux un parcours assez impressionnant. Toi, Soledad, la femme aux 1000 vies, aux 1000 facettes. Toi, Larsen, tu connais, je ne sais pas, tout le réseau du showbiz parisien? Non, pas tout le monde encore, mais ouais, j'en connais pas mal. Ouais. Un parcours de combien de temps dans la magie? Professionnellement, 32 ans et je pratique 36 ans. Waouh! Et là, donc, tu vas nous présenter pour la première fois. Enfin, la première fois, tu as fait une avant-première déjà. Ah oui. Mais tu montes sur scène. Je monte sur scène pour la première. Alors pas pour la première fois, parce que c'est ce que je fais tous les soirs. Parce que je fais que de l'événementiel depuis plus de 30 ans. Mais c'est la première fois que je présente mon one-man show au Théâtre de la Gaîté Montparnasse à partir du mardi 16 mai, tous les soirs à 19 h. Génial. Soledad, tu as déjà eu un coffret de magie quand tu étais petite, genre à Noël, tu sais, un coffret où on fait des tours? J'ai jamais eu de coffret de magie, mais je me souviens que je regardais à la télévision, comment il s'appelait, Garcimore, il me semble, et j'étais fascinée. Mais je connais pas trop le milieu de la magie et les mentalistes, et on a été invités à l'avant-première de Larsen. Et j'étais avec mon équipe, et c'était à mourir de rire. On était tous ensemble, on était 4. Et pendant tout le spectacle, on était là, non, ah c'est énervant, ah non, c'est pas possible. Comment il faut? Et j'ai été réellement fascinée. J'en ai vu des spectacles de mentalistes, mais là vraiment c'est saisissant. Déjà, il a une gestuelle incroyable. Toi et moi, on a ça en commun. On aime les artistes, on aime le mouvement corporel, on aime la danse. Je te l'ai dit d'ailleurs, il a une gestuelle, il a une façon de bouger comme ça, il a une rapidité incroyable. Une grande dextérité aussi, on a Et pu les voir numéros, un peu avant le... non, on ne parle pas de numéros. On parle de numéros ou on ne parle pas de numéros? On peut parler de numéro, ouais. C'est un numéro, mais vraiment, c'est bluffant de chez bluffant. Très énervant. Et il a tous ses camarades, il va vous en parler, mais j'ai trouvé ça formidable, vraiment. C'est émerveillant. C'est énervant, mais fait avec bienveillance. Parce que c'est vrai que pendant tout le spectacle, j'utilise le public à 95% dans le spectacle. Et c'est vrai que je titille un peu les gens, mais je titille par bienveillance pour justement avoir la meilleure réaction et d'emmener les gens avec moi dans ce spectacle, qui est un spectacle de magie, de mentalisme, mais qui est surtout un spectacle qui est basé sur la bonne humeur. Et je veux surtout que les gens, à la fin de la soirée, ressortent et se disent on a passé un bon moment, on a rigolé. Et c'est marrant parce que quelques jours après l'avant-première, j'ai reçu un message d'un
de quelqu'un que je ne connaissais pas qui m'a envoyé un message sur Instagram et qui m'a dit j'ai l'habitude d'aller voir des humoristes et c'est la première fois que je ris autant dans un spectacle de magie et voire même plus que sur un spectacle d'un humoriste. Donc ça fait plaisir, ouais, non, je mets surtout les gens en avant et les gens que j'utilise à la fin, c'est eux les stars du spectacle, c'est pas moi. Moi je sais que je fais mon métier, je le fais depuis plus de 30 ans, mais surtout ce que je veux c'est voilà, créer une convivialité, de la bienveillance et... Tu aimes les gens, c'est ce que tu répètes moi c'est ce que je dis tous les jours dans tous les endroits où je me produis et tous les gens que je rencontre, que ce soit des gens qui sont là ou peu importe, c'est si je suis là c'est grâce à eux, donc si je suis là grâce à eux, c'est normal il faut être les gens ils ont envie qu'on soit près d'eux, qu'on aille. D'ailleurs, l'entrée du spectacle, c'est ça, j'ai envie d'être avec eux dans la salle. Je ne peux pas malheureusement rester que dans la salle, donc je suis obligé de monter sur scène. Mais ouais, c'est ça, c'est de la bienveillance. J'aime les gens, et puis quand on fait ce métier de faire rêver les gens, c'est magique. Et puis les gens nous le rendent bien, et c'est normal de leur rendre, parce que sans eux, je ne serais pas là. Ce qui est sidérant également, c'est il y a constamment cette notion de risque, parce que ces numéros, il ne faut pas les rater. Ces jetés de cartes, c'est bluffant. Et il est très interactif avec son public, mais je me disais, et si le mec qu'il choisit réagit mal, ou si la nana qui monte sur scène, tu vois, donc en fait tu te dis, mais il y a une vraie notion d'intuition. Ouais. Je ne sais pas s'il chante, parce que la chance a le secret, mais comment il a un flair de choisir les bonnes personnes. Et puis il choisit des grands gabarits. Moi je me souviens quand je suis venue te voir, je ne sais plus comment, Haïdé il s'appelait Haïdé. Il était incroyable, il a choisi un grand mec comme ça. Et il y a une vraie notion de risque. Donc c'est pour ça qu'on rit, mais pendant tout le spectacle on est... Ouais. Tu vois, et puis c'est très surprenant, très surprenant. Donc tu te demandes... Est-ce que c'est un voyant, un médium? Quels sont ses talents? Ouais. Non, je ne choisis jamais au hasard les gens. Ouais. J'ai cette capacité, alors je ne peux pas l'expliquer, j'ai cette capacité à sentir les gens. Et c'est très rare, je me trompe. Après, comme tu le dis, sur mon spectacle, je prends 100% de risque. Parce que bien évidemment, quand tu fais intervenir le public en permanence sur le spectacle, tu n'es jamais à l'abri que ça ne fonctionne pas comme tu as envie que ça fonctionne. Et c'est pas préparé, tu ne les connais pas. Ça t'est déjà arrivé d'ailleurs? Si, c'est déjà arrivé. Alors les gens que tu maîtrises pas, parce que je prends toujours des gens extravertis. Si tu prends quelqu'un d'introverti, forcément l'introverti, il ne va pas réagir comme tu as envie qu'il réagisse. L'extraverti, c'est bien, mais il ne faut pas qu'il soit non plus trop extraverti parce qu'il va vouloir prendre le leadership. Donc c'est quand même moi le patron sur scène, donc c'est à moi de maîtriser un peu. Mais moi c'est ce que je dis. En fait, moi c'est ce que je dis. Je suis un metteur en scène et on en a déjà parlé. Je suis un metteur en scène. Je connais mon film par cœur, qui sont mes tours de magie. À moi de choisir des bons acteurs pour faire un bon film. Après, je fais un bon casting. C'est rare que je me trompe, mais ça peut arriver. Mais quand on se trompe, on le sent tout de suite. Donc tout de suite, on évacue, on change et on prend quelqu'un d'autre et ainsi de suite. Mais c'est vrai que sur la première, je suis tombé sur quelqu'un qui était extraordinaire. Et tout le monde est venu me voir à la fin en me disant c'est un complice, mais pas du tout. Absolument pas. Et toi, tu as eu un coffret de magie quand tu étais petit, mais ça n'a pas commencé comme ça. Non. En fait, la magie, elle n'est pas arrivée dans ton enfance, vraiment, ta révélation. C'est plus tard, à 16 ans, c'est ça? Ouais, c'est-à-dire que je suis comme tout le monde. On a tous eu, quand on était gamin, une boîte de magie de Gérard Majax ou d'autres. Mais sans m'y intéresser plus que ça, parce que moi, je jouais au tennis depuis tout petit. Donc, je passais mes week-ends et mes mercredis après-midi à aller jouer au tennis. Et suite à une rencontre, mes parents étaient de sortie un soir. J'habitais La Rochelle à l'époque. Et mes parents me disaient, on a invité chez des amis et il y avait un magicien professionnel et qui nous a montré des tours. Et comme tout le monde, j'étais fasciné de voir cette dextérité et ainsi de suite. Et puis, quand tu rentres dans ce domaine-là, tu vois tout l'inverse de ce qu'on essaye de te vendre dans les boîtes de magie. C'est-à-dire que c'est un vrai travail de manipulation et ainsi de suite. Et j'ai dit, tiens, j'aimerais bien apprendre un tour. Donc, il m'a dit, ok, pas de problème, demain matin, sur le port de La Rochelle, tu me payes le petit déjeuner et je te donnerai ton premier cours. C'est parti comme ça. Puis c'est une drogue parce que quand tu sais faire un tour et que tu fais rêver tous tes camarades d'école, les copines, les copains et ainsi de suite, qu'est-ce que tu as envie d'en apprendre plein pour continuer à faire rêver les gens. Et puis après, c'est des rencontres dans la vie qu'on fait que j'en ai fait mon métier relativement tôt.
Et puis voilà, puis après, c'est des rencontres tout au long de ma vie qui a fait que j'en suis là aujourd'hui. C'est quoi le déclic dans cette rencontre? Est-ce que tu te souviens de la sensation que tu as quand tu vois ce tour et que tu as envie toi aussi de t'y mettre, de comprendre? Ouais, parce que, et encore à l'époque où moi j'ai commencé à apprendre, c'était la fin d'une génération pas vieillissante, mais qui était une génération qui était, voilà, qu'il fallait passer à autre chose. Et c'est pas ça, c'est tu arrives, tu prends un jeu de cartes, où tu fais 10. Moi, la première chose que le monsieur m'avait fait, il prenait un foulard, il le mettait dans sa main, il ouvrait les mains, il n'y avait plus de foulard. Tu te dis, mais c'est un truc de dingue. Je suis à 2 cm, je vois rien. Mais j'avais envie de faire comme lui, quoi. J'avais envie de faire rêver les gens, quoi. Et aujourd'hui, tu peux avoir n'importe qui en face de toi. Et j'ai eu la chance d'avoir des gens de tous niveaux sociaux que ce soit. En 2 secondes, ça devient tes potes. Ouais. Que tu sois devant un chef d'État, une star planétaire, un agriculteur, un médecin, qui tu veux, en 2 secondes, tu déverrouilles tout et tout le monde est entre guillemets en admiration. Et c'est pour ça que la chance que j'ai de rencontrer toutes ces personnalités que je rencontre depuis 30 ans, c'est que ce qui est drôle, c'est que c'est eux qui m'applaudissent. C'est moi qui les fais rêver, c'est eux qui m'applaudissent. Ouais, non, c'est magique parce que tu proposes quelque chose de différent, de nouveau. Ouais, et puis de te rendre compte que tu. Alors j'ai plein d'anecdotes. Un jour, je suis à Indian Wells aux États-Unis. Roger Federer me demande de venir animer puisqu'il jouait sur un tournoi. On lui avait prêté une maison où il était avec toute sa famille. Tu te retrouves dans une maison qui appartenait ou qui appartient toujours à Sylvester Stallone, qui est une maison qui était démesurée à l'américaine, où tu as Roger Federer qui est assis par terre devant toi avec ses 4 enfants, sa femme, sa famille proche, c'est-à-dire qu'on était une quinzaine dans la maison, et là tu dis, tu as quand même Roger Federer qui est en train de t'applaudir parce que tu lui fais le tour de magie, tu te dis, c'est le monde à l'envers. Et ça, j'en ai des tonnes à raconter. Parce que tu fais appel aussi à notre âme d'enfant, et ça c'est quelque chose qu'on Bien sûr, et on est tous des enfants, malgré l'âge, en fonction de l'âge que tu as, au moment où moi j'interviens, on revient tous des enfants. Et il n'y a plus de barrière. Et c'est vrai qu'un jour je pourrais écrire un livre, c'est parce que j'ai vécu des choses extraordinaires de par les rencontres, mais autant de gens connus que de gens pas connus, et ça t'ouvre toutes les portes. Voilà. Et toi, Soledad, quel enfant tu étais alors Sage. On fait des pronostics. Tu sais quoi, j'étais sage. Ah, tu vois, je le savais. J'étais sage jusqu'à mes 8 ans. Après, à 8 ans, j'ai découvert Michael Jackson. Non, mais en fait, j'étais très sage. J'ai été élevée par une maman plutôt sévère. Elle montait le sourcil et je comprenais. Et j'ai fait un premier voyage en Amérique latine quand j'avais 8 ans. Et ce voyage en Amérique latine m'a fait découvrir d'où je venais, mes origines. Parce que tu es d'Uruguay, c'est ça? Je suis d'Uruguay. Et j'ai découvert voilà, ma différence, j'ai compris. Et puis j'ai découvert ma famille. Et j'étais fan de Michael Jackson, mais vraiment fan. Et je dansais plutôt bien. Et ma tante m'a offert le blouson en cuir de Michael Jackson, le jean de Michael Jackson, les bottes de Michael Jackson. Et j'ai pris une confiance en moi et je dansais à l'école et je suis devenue un peu la star de l'école. Et donc là, je suis devenue une petite fille un peu plus... j'avais plus confiance en moi et j'étais moins sage, du coup. Qu'est-ce que ça t'apportait, ce personnage de Michael Jackson? C'est ça qui t'a permis d'avoir confiance en toi? C'est ce que tu dis, parce que jusqu'à mes 8 ans, j'étais très maigre, très mince, effacée. Il y avait toujours des filles. Puis j'avais 1 an d'avance. J'étais rentrée en CP à l'âge de 5 ans. Et donc j'étais toujours la plus petite, la plus frêle, la plus mince. Et il y avait toujours des plus belles, des plus grandes. Et j'avais découvert un talent qui était celui de danser. Et donc j'ai pris confiance en moi. Et j'avais beaucoup d'émotions que j'exprimais à travers la danse. Et après, à l'âge de 13 ans, j'ai découvert le théâtre. Ok, super. Tout à l'heure, tu parlais de personnes extraverties, introverties, Larsen. Et toi aussi, tu dis qu'au départ, Soledad, tu étais une petite fille plutôt timide et que tu as eu confiance en toi, en fait. Mais moi, quand je t'ai entendu, Larsen, quand j'ai entendu ta voix dans les podcasts, je n'ai pas entendu quelqu'un d'extraverti, j'ai entendu quelqu'un de timide. Ah non, mais moi, je suis quelqu'un d'extrêmement timide. Et alors, dans une émission assez récemment dans Danser sa vie, on a parlé de la voix et la personne qui est intervenue disait justement que les personnalités sur scène sont souvent des grands timides, bien en fait. Alors, est-ce que tu partages ça aussi? Je confirme à 100%. Ouais. Et moi, je monte sur scène et à partir du moment où je monte sur scène, je suis dans mon élément. Donc, j'ai pas de stress. J'ai juste le stress de me dire est-ce que je vais choisir les bonnes personnes qui
qui font que ça va faire un bon spectacle. Mais non, dès que je suis sur scène, je suis tranquille. Par contre, je sors de scène, là, je suis extrêmement timide. Et par exemple, je suis dans une salle, je regarde un spectacle, on me demande de monter sur scène, mais je suis en panique complet. Mais par contre, moi, sur scène, mais je suis un grand timide. Ouais. Et j'ai combattu ma timidité grâce à la magie. Ouais. En ayant la reconnaissance des gens en face. C'est pas forcément une reconnaissance, c'est de se dire que ça m'a permis d'aller vers les gens et de cacher ma timidité en faisant des tours de magie. Ouais. Et c'est ce que je dis à tous les jeunes que je rencontre quand des parents viennent me voir en me disant tiens, mon fils fait de la magie mais il est timide. Je dis mais laissez, ça va venir petit à petit, il va prendre confiance en lui. Mais si j'avais su faire ce que je sais faire aujourd'hui quand j'ai commencé, ça aurait été différent. Donc tu l'apprends avec le temps. Et même aujourd'hui, ça fait des années qu'on me dit qu'il fallait que je fasse un one-man show à Paris et ainsi de suite. Mais dans ma tête, j'étais pas encore totalement prêt, même si je le fais depuis 30 ans et que ça se passe très bien. Peut-être que si tu avais croisé le parcours de Soledad à cette époque, parce que, alors, il y a plein de choses sur ton parcours à raconter, Soledad, mais tu es la cofondatrice du site casting.fr, qui était un magazine, c'est ça avant, Oui, un magazine qu'on a créé il y a 30 ans. Ouais. L'idée du magazine, alors c'était bien avant la télé-réalité, etc., c'était lorsque le milieu du casting n'était pas si répandu. Lorsque décrocher un casting, c'était soit les castings sauvages dans la rue, ou alors vraiment tu faisais partie du réseau. Moi, j'ai eu la chance, par exemple, de prendre des cours de théâtre, et ce cours de théâtre m'a fait connaître une amie, puis Marie Zidi, le papa Claude Zidi, donc j'ai eu la chance de pouvoir jouer sur son film Profil bas, donc tu vois, tu crées ton réseau. Un peu comme Larsen qui crée son réseau aussi. Voilà, mais quand tu connaissais personne, que tu n'étais pas à Paris, que tu n'avais pas accès à tout ça, que tu viens du fin fond de la Creuse et que comment faire? Et à l'époque, il n'y avait rien. Et on a eu l'idée de créer le magazine Casting qui donnait l'opportunité aux gens d'avoir accès aux annonces de casting, mais aussi des infos sur les écoles et leur tracer le chemin pour se lancer et réussir dans les castings. Leïla Bekti raconte qu'elle avait eu une annonce et que c'est comme ça qu'elle s'est lancée et plein d'autres anecdotes. Les gens avaient accès aux annonces de casting. Et casting.fr, qu'on a lancé il y a 17 ans. Donc avec ton mari. Voilà. On l'a lancé il y a 17 ans. C'était un site d'offres d'emploi. En fait, moi, comme j'ai eu la chance de devenir mannequin et de jouer, d'être rapide comédienne, je me suis inspirée de ces expériences, de ces rencontres avec les directeurs de casting. Et j'ai imaginé un site sur lequel on diffuse des annonces de casting, mais on donne l'opportunité aux gens de se présenter. Et plus récemment, j'ai eu l'idée aussi de les accompagner, de les coacher, même si, bon, et de les accompagner parce que parfois on a beaucoup de talent, on a tous les contacts et le stress ou la timidité te fait perdre tous tes moyens face à une caméra. C'est des métiers plutôt compliqués. Donc casting.fr aujourd'hui, c'est un site d'offres d'emploi pour tous ceux qui veulent se lancer dans les castings et aussi d'accès à des écoles, des masterclass, des formations, des rencontres avec des agents, des directeurs de casting. On met tout en place pour que les gens aient les outils nécessaires et qu'ils puissent se lancer dans le milieu artistique. Donc ça s'apprend. Est-ce qu'on peut tous être artistes d'ailleurs? Alors, est-ce qu'on peut tous être artistes? Alors, ça s'apprend. Le talent, alors il y a plusieurs... moi, je connais beaucoup d'artistes et alors il y a quand même ce petit truc, cette étoile, ce petit truc en plus. Voilà. Après, devenir un Patrick Bruel ou un Jean Dujardin, je dis Jean Dujardin parce que vous comprendrez quand vous verrez le spectacle. C'est un des amis de Larsen parmi d'autres. Mais vous voyez, Jean Dujardin, par exemple, vous savez, c'est Patrick Sébastien, qui l'a fait intervenir sur une émission qu'il avait à l'époque. Dans La Fiesta, ça s'appelait. Et de La Fiesta, il est monté les marches pour prendre un Oscar. Donc, en fait, la vie, elle est faite de rencontres. Ce que je dis toujours aux artistes, c'est faites ce que vous avez envie de faire. Essayez de vous former. Si vous voulez être comédien, ça s'apprend. Il faut lire les grands textes. Il faut les Tchekhov, etc. Ça se travaille. Les émotions, le travail sur soi, ça se travaille. L'addiction, il y a des écoles pour ça. Et après, jouez constamment et vous allez créer des rencontres et la vie, elle est magique parce que après ces rencontres, elles vont vous emmener vers un chemin. Moi, je suis persuadée de ça.
Le talent, est-ce que ça s'apprend? Alors, voilà, on peut être un comédien et pas devenir un Jean Dujardin et tout simplement en vivre. Être un comédien, ça ne veut pas dire qu'on va être Patrick Bruel ou Jean Dujardin. On a plein de comédiens qui jouent au théâtre et qui en vivent. Le but du jeu, c'est d'en vivre. C'est d'être heureux. C'est la différence avec la célébrité, c'est ça. C'est aussi ça, le fait d'être artiste et d'être une célébrité, c'est pas exactement la même chose. Non, c'est pas la même chose. Ceux qui cherchent la célébrité, non. Ceux qui cherchent la célébrité, on m'a fait intervenir dans des émissions pour la télé où il y avait des gens qui voulaient devenir, je ne sais pas comment on appelle ça, des artistes ou des gens de la télé-réalité et ils cherchent la célébrité. J'ai une sorte de mépris pour ce genre de personnes. Ça ne m'intéresse absolument pas. Ce qui est important, c'est même pour devenir un personnage de télé-réalité, il faut avoir quelque chose. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu chantes? Quelle est ta passion? Quelle est ton envie? À partir du moment où on a une envie, on est en vie, c'est ce que je dis toujours. Et être un artiste, c'est faire rêver. Lorsque Larsen sur scène nous emmène dans son imagination, dans son monde complètement magique, il nous fait rêver et il nous fait sortir de notre quotidien. Être un artiste, c'est transporter au travers le mouvement, la danse, le jeu. Moi, c'est ce que j'aime. Une musique, elle te transforme une émotion. Voilà, c'est ça, être un artiste. Ça te parle, ça, Larsen, être un artiste? Comment tu vis, toi, ta vie d'artiste? Parce que c'est aussi ce que tu es, ce que tu vibres. Ouais, mais alors, moi, je suis arrivé là, entre guillemets, par hasard. Parce que si j'avais su à 16 ans que j'allais devenir magicien et que j'allais faire toute ma carrière dans la magie, pas une seule seconde, encore moins mes parents. T'aurais dit quoi à 16 ans si on t'avait dit ça? Top. top, parce que c'est ce que j'avais envie, mais après, c'est ce que dit Soledad, c'est des rencontres, et puis il n'y a pas de secret, si ça doit se faire, ça se fait. Et moi, encore une fois, c'est mon expérience, beaucoup de gens me disaient, je dis ouais, mais si ça doit se faire, ça se fasse, c'est des rencontres dans la vie, et j'ai rencontré deux personnes, deux producteurs qui étaient là au bon moment, et qui m'ont dit, voilà, il faut y aller, et c'est le moment, et j'ai dit banco, mais voilà. Après, des gens, j'en ai rencontré plein, qui m'ont promis des choses, et avec qui ça s'est jamais fait, mais encore une fois, je cherchais pas, elle a raison dans ce qu'elle dit, tu peux être un artiste, mais tu n'as pas besoin d'être célèbre pour en vivre et être heureux surtout. Parce qu'il y a plein de gens qui sont des artistes, mais qui ne sont pas connus, mais qui sont très heureux et qui vivent très bien. Et tu en as plein qui sont très connus et qui sont malheureux parce que ça marche moins bien. Et voilà quoi. Et puis la notoriété, c'est difficile terrible, à vivre. Hein. Être aimé, être adulé, pas pouvoir sortir, et puis finalement avoir moins de succès. Moi, j'ai une telle admiration pour les grandes célébrités. Je parle souvent de Patrick Bruel parce que c'est quelqu'un que je connais, que je vois moins actuellement, mais j'ai suivi sa carrière, je le connais depuis 32 ans. Et voilà, c'est quelqu'un qui a su exceller dans tout, quoi. Le poker, la danse, pas la danse, il ne danse pas. Il danse on va demander à Patrick si vous voulez venir danser dans Danser sa vie, voilà. Pas de problème. C'est là où je te dis, il y a un petit truc en plus. Il y a cette petite étoile. Je pense à des gens comme Joe Star aussi, qui est un personnage assez exceptionnel. Et qui sont sur plusieurs types d'art aussi, parce que ça, je voudrais bien aussi... Tout ce qui touche, ça fonctionne. Voilà, mais vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont sincères, ils sont authentiques, ils le font d'une façon honnête. Et c'est ça, être un artiste, c'est être honnête et aimer passionnément, et puis surtout travailler, beaucoup travailler. Et moi, c'est ce que j'essaye J'aime accompagner les personnes dans la réalisation de soi. C'est ce que je fais aussi au Bain du Marais. Dans mon spa, on ne vient pas chercher de la beauté, on vient chercher du bien-être profond. Et la vie est si courte et elle est parfois si surprenante. On a souvent des mauvaises surprises, je parle de la santé ou des décès. Alors, tant qu'on est vivant, essayons de le vivre pleinement. Et ce que j'aime, c'est accompagner les personnes et leur permettre de se réaliser pleinement d'une façon authentique et bienveillante. Tu disais tout à l'heure, Larsen, on t'a promis des choses, on t'a... voilà, c'est plus facile d'être un con que d'être talentueux. Et malheureusement, il y a dans cet univers beaucoup d'envie, beaucoup de mensonges. Jalousie, oui, c'est ça.
Mais si on s'y tient, si on est un peu intuitif et si on accepte parfois les déceptions, les arnaques aussi, et qu'on tient passionnément, ça fonctionne. Ouais. Justement, dans vos deux témoignages, moi, ce que je trouve que vous partagez, c'est aussi cette générosité. L'un et l'autre, vous avez beaucoup donné dans votre carrière de coups de main, de coups de pouce, avec pas forcément le juste retour des déceptions, comme tu dis, des désillusions. Est-ce que c'est nourrir une énergie de recevoir que de donner? Enfin, comment vous voyez ça, vous? Est-ce que c'est important d'ouvrir, de constamment donner pour aussi continuer à... Qui répond le premier? Alors, c'est un sacré sujet. Ouais. C'est un sacré sujet. J'ai décidé de plus donner mon âge parce que j'en ai marre de donner mon âge. Mais je te l'ai pas demandé, t'as vu? Ouais, mais j'ai toujours, je me suis toujours intéressée à l'autre. J'ai toujours eu beaucoup d'empathie. J'aime les gens et j'aime les voir se réaliser. J'ai pas compris. Lorsque j'étais très jeune et que j'étais mannequin, moi je racontais, oh, tu sais pas quoi, j'ai décroché un contrat, je pars à New York, j'ai un contrat de 3 ans, oh là là, là, là. Et comme moi, ma personnalité, c'était si toi tu me dis ça, bah, je vais être contente pour toi, je vais être fière. Je ne me rendais pas compte que les gens sont parfois malveillants. Et parfois, je pense qu'on a, j'ai trop donné, j'ai trop accompagné. Est-ce que c'était parce que j'avais besoin d'amour, je voulais être aimée? Est-ce que c'est parce que je ne peux pas faire autrement? C'est comme ça. Sensibilité aussi, j'aime les gens. Alors, et puis, c'est facile pour moi. Je ne sais pas pourquoi. J'ai des contacts, j'ai des idées. Donc, c'est facile pour moi. Récemment, parce que ma vie a changé, parce que je suis une maman sur le tard, que j'ai 2 enfants et que j'ai moins de temps, je priorise et j'ai décidé d'en faire mon métier même, d'accompagner différemment. Parce que parfois, d'être trop généreuse, de trop accompagner, eh ben on s'épuise et les gens profitent. Et ça m'a pris du temps, j'allais dire toute une vie, parce que là je passe dans la deuxième... enfin, est-ce que j'ai perdu mon temps? Je ne sais pas, parce que tu me disais tout à l'heure, tu m'as fait mon premier article, j'ai de beaux retours. J'ai vraiment beaucoup de gens. Je pense à Kelly avec qui j'ai bossé, je pense à Iris, à Angélique. J'ai des gens qui m'aiment et qui me disent grâce à toi, je suis devenue machin. Donc tant mieux. Et par contre, j'ai 2-3, j'allais dire un gros mot, 2-3 personnes pas cool, voilà, qui ont profité un peu et qui ont été malveillants. Donc maintenant, je fais très attention à cette énergie. Et je ressens quand les gens... là, je suis accompagnée de Lou, par exemple, qui est là et que j'aime énormément. Et voilà, c'est un échange. Et donc, voilà, je lui souhaite de recevoir et d'en faire quelque chose. Mais j'ai été longue, là, non? Non, tu as posé les limites, en fait. Si je résume, poser les limites. Poser les limites. Poser les limites. Toi aussi, Arsène, dans le milieu de la magie, a l'air assez particulier, en tout cas de l'extérieur comme ça. Non, mais je partage pleinement ce que vient de dire Soledad. C'est que je pense qu'au fond de soi-même, on est des gens qui aiment partager, qui aiment donner. Et moi, j'ai toujours donné, mais sans avoir envie forcément de recevoir. C'est juste qu'à un moment, t'accompagnes. Et puis tu te rends compte que c'est toujours dans le même sens que ça marche. Le milieu de la magie est encore un peu plus particulier parce que c'est très concurrentiel, c'est comment non, moi je dis souvent qu'on est tous persuadés d'avoir des pouvoirs et que le pouvoir ça se partage pas, donc voilà, mais après c'est des questions d'ego. Donc tu as bien des pouvoirs magiques. Ouais. Non, mais c'est surtout des questions d'ego, c'est normal. Et moi j'ai accompagné énormément de gens mais pendant des années parce que j'avais la chance de beaucoup travailler. Quand tu as la chance de beaucoup travailler, forcément tu fais profiter les gens autour de toi, mais tu te rends compte que ça marche que dans un sens. Et puis quand tu donnes moins parce que voilà, ça, le monde change, tu es souvent déçu. Mais tu es souvent déçu par les proches, tu n'es pas déçu par les gens à qui tu portes pas d'intérêt. Tu es souvent déçu par des proches, mais après tu te forges à ça et tu n'y penses plus, mais au fond de toi-même ça te touche un peu parce que je pense qu'on est des gens sincères et des gens qui aiment les gens. Et c'est pour ça que c'est ce que je dis dans mon spectacle. Moi je fais ce spectacle pour les gens, je fais pas ce spectacle, je le fais pour moi bien évidemment, mais je le fais surtout pour les gens, pour qu'ils passent un bon moment et qu'ils rigolent
et qui se disent, voilà, qu'ils en profitent. Ouais, qu'ils en profitent. Et puis aujourd'hui, quand ils allument la télé, il y a tellement de choses. Aujourd'hui, les gens, ils ont besoin d'autres choses. J'essaye de faire ça, de faire rêver les gens et de les faire rêver et puis d'être accessible et de leur donner. Parce que quelque part, quand ils ont envie de savoir comment se passe notre métier, et moi j'aime partager, j'aime faire partager ça et je le fais avec grand plaisir en tout cas. C'est quoi la différence entre la magie et le mentalisme? Parce que tu es les deux, tu es magicien, mentaliste. Alors moi, mentaliste, pour moi, c'est une série télé. Non, je plaisante. Mais... Ouais, c'est un phénomène de là. Mais il est plus beau gosse encore. Non, c'est... C'est pas faux. Comment il s'appelait? Je ne sais plus. Je sais plus. Le comédien. Ouais, mais voilà, ces deux notions, c'est quoi voilà, c'est un phénomène de mode. C'est un phénomène de mode, c'est-à-dire que la magie existe depuis bien avant le Moyen-Âge. On faisait des tours de magie, on faisait tous des tours de magie. Un jour, il y a eu cette fameuse série qui est arrivée. Il y a surtout un magicien qui est venu il y a plus d'une vingtaine d'années en France qui avait fait plusieurs émissions avec Laurent Boyer sur M6 qui s'appelait Gary Kurtz, qui était un magicien canadien et qui faisait des tours de mentalisme. Mais ça restait des tours de magie, sauf qu'avec la série, avec tout ça, les organisateurs d'événements nous ont tous dit on aimerait voir des mentalistes maintenant, donc qu'est-ce qu'on fait les magiciens? Ils se sont tous fait appeler mentalistes. C'est un phénomène de mode. Mais c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des tours qui sont plutôt du mentalisme et des tours qui sont plutôt de la magie. C'est comment tu formules la phrase. C'est-à-dire que si je te dis choisis une carte et que je t'annonce la carte que c'est et que je te dis d'y penser, à partir du moment où je te dis d'y penser, ça devient un tour de mentalisme. D'accord. Mais pour moi, ça reste un tour de magie. Je veux surtout pas faire croire aux gens que j'ai des pouvoirs qui n'existent pas. Maintenant, j'utilise un savoir-faire, des techniques. Non, mais quand tu fais penser à un spectateur, un pays, et tu devines le pays. Ouais. C'est qu'on était en vacances ensemble. Il y a combien de pays dans le monde? Non, mais tu vois, je sais pas combien il y en a. Mais elle aurait pu dire Autriche. Ah, elle aurait pu trouvé dire le Brésil. Ouais. J'aurais pu trouver l'Uruguay. T'aurais pu trouver l'Uruguay. Mais c'était pas l'Uruguay. Ouais. Non, c'est bien. Voilà, ça reste un tour de magie. Ça reste du mentalisme, ça reste un tour de magie. Pour moi, c'est la même chose. C'est une appellation. C'est une appellation. En fait. Ouais. Après, d'autres gens pensent différemment. Mais moi, je veux pas tricher avec les gens. Encore une fois, je veux être sincère avec le public. Je veux surtout pas faire croire que. Voilà. Parce qu'en disant mentalisme, pour toi, ça voudrait dire que tu aurais un pouvoir de lire dans les pensées et toi, tu n'as pas envie de. C'est ça? Tu veux rester sur la technique du tour de magie en lui-même? C'est un ensemble de plein de choses. D'accord. Non, mais c'est. Je veux pas décevoir. Il est très énervant. Non, mais je veux pas décevoir. Jean Dujardin a raison. Ouais, non, mais je veux pas. C'est la séquence énervante du. Non, mais je veux pas décevoir les gens. Je veux pas. On fait tellement croire de choses aux gens aujourd'hui qui voilà. Donc, je veux surtout pas décevoir les gens, mais en même temps, voilà, j'utilise des techniques et des techniques voilà, que j'ai apprises. Mais tu vois, lorsque je t'ai vu en spectacle, le mentalisme, carrément, moi, je pense un peu à la voyance. Tu vois, je le mets un peu sur le même... La médiumnité, tout ça. Ouais. Plus, ouais. Non, mais c'est la magie, c'est voilà, c'est le terme générique que tout le monde emploie. Après, on peut dire que ça peut être un illusionniste, on peut dire que c'est un pickpocket. Alors, le pickpocket, c'est un art dans le milieu de la magie. Tu as ceux qui font de la grande illusion, donc on appelle ça des illusionnistes. On appelle des gens qui font des tours de cartes, c'est des gens qui font du close-up. Des tours de mentalisme, on va appeler ça un mentalisme sur le fait qu'on devine des choses. Mais pour moi, le terme générique, c'est magicien. Okay. Après, on se définit comme on veut. On a envie de faire croire ce qu'on a envie. Mais voilà, moi, je suis magicien et ça me va très bien. Et comment ça évolue justement parce que tu as mentionné, toi, des magiciens qui t'avaient inspiré. Il y a eu des David Copperfield. Enfin, il y a eu une évolution quand même. David Copperfield, c'est celui qui nous a le plus marqué, hein. Il a marqué parce qu'il était médiatiquement le plus connu, puisqu'il a eu une semi-aventure avec Claudia Schiffer. C'est toujours d'ailleurs une star aux États-Unis. Il exerce toujours. Il est à Vegas tous les soirs au MGM. Il remplit des salles. Non, c'est bien évidemment que la magie a évolué. Elle a beaucoup évolué depuis ces 15 dernières années. Tout simplement parce que tout a évolué, quoi. Donc, même moi sur scène, aujourd'hui, j'utilise beaucoup les écrans parce qu'aujourd'hui, on a besoin d'utiliser l'écran pour faire passer des messages et ainsi de suite. Mais après, chacun mais oui, bien évidemment, elle a beaucoup évolué. Ouais. Et c'est très masculin ou c'est moi qui le milieu de la magie? Tu vois, je ne suis pas capable de citer une magicienne. Les nanas sont souvent déguisées en lapin et on les découpe. Ouais. Mais oui. On peut inverser si tu veux.
Tu peux faire la magicienne et tu me découpes. Non, mais je ne saurais pas te différence, c'est que je suis pas citer sûr une de rentrer dans la magicienne. boîte. Tu vois, magicien, je Non, saurais, mais alors pas des de femme. magiciennes, il y en a de plus en plus. Elles sont beaucoup moins nombreuses, bien évidemment, Oui. que les hommes. Mais non, il y en a des très fortes. Non, il y en a. Mais c'est vrai qu'on en voit moins. Ils ne sont pas forcément connus. Puis encore une fois, le milieu de la magie, c'est un milieu assez. C'est chacun pour soi. Ouais. Donc forcément, à partir du moment où tu as quelqu'un qui peut marcher sur tes plates-bandes, bah, on évite de l'aider. D'accord. Et en tant que femme, toi-même, Soledad, tu le dis, on doit faire 2 fois plus ses preuves. Toi, tu as dû faire tes preuves dans un milieu qui est du coup plutôt masculin en fait. Alors, dans direction de casting ou des choses comme ça. Alors, j'aime pas trop le discours féministe, etc. Mais c'est vrai qu'être une femme, en général, dans cet univers-là, il faut être aguerri. Rapidement, tu peux tomber dans le truc où tu dois être dans la séduction. Il y a eu un moment, j'ai été animatrice télé. C'est un peu lourdingue, quoi. On t'oblige quasiment à être sexy. Voilà, et c'est un univers. Bon, mais là, avec le mouvement MeToo, de moins en moins. Mais c'est vrai que être une femme, parfois, ça peut te jouer des mauvais tours avec les hommes qui ont du pouvoir. On en revient toujours au même. Le pouvoir. L'ego, le pouvoir, on est là dedans. Le pouvoir et l'argent. Le pouvoir et l'argent, ouais. Mais de moins en moins, je pense. Tu sens que ça évolue. Je pense que les hommes, ils osent moins. Ouais. Parce qu'ils savent qu'ils peuvent être rapidement taclés avec un hashtag. Avec un Donc, et puis avec un téléphone. Avec un téléphone. Et il vient nous sortir son téléphone. Mais c'est vrai que et les enfants et les femmes sont toujours c'est plus fragiles et c'est une réalité. Alors, dans Danser sa vie, je fais le lien entre le développement personnel. Alors, je sais que Soledad, toi, tu dis souvent le développement collectif, donc tu me diras pourquoi, entre le développement personnel et l'art. Et toi, tu as créé les Bains du Marais, donc tu joins aussi les deux, c'est-à-dire passer de l'univers artistique. Quel lien tu fais entre le prendre soin, justement, et l'artistique? Est-ce qu'un artiste a besoin de prendre soin de lui pour durer? On a dit un petit peu ça tout à l'heure aussi. Voilà, comment c'est venu, en fait, cette histoire de Bains du Marais, alors que ce n'était pas forcément ton secteur? J'ai toujours eu un vrai paradoxe, c'est-à-dire que je suis issue de l'Amérique latine. Mes parents ont eu une sacrée histoire. Ils ont fui la dictature. J'ai grandi avec des parents. J'ai été bercée par une vie politique. J'ai été bercée par la fête de l'humanité, solidarité avec le peuple uruguayen. J'ai grandi avec des valeurs de chez moi, d'Amérique du Sud, très très fortes, incarnées par des histoires assez compliquées, un oncle 10 ans en prison. Mes parents ont eu une sacrée histoire, donc je suis une Sud-Américaine atterrie à Paris et rapidement j'ai embrassé un univers artistique et j'ai côtoyé des choses. Parfois, je me suis dit, mais donc je suis un paradoxe, c'est-à-dire que dans un univers parisien, en côtoyant des gens, mais c'est très difficile d'équilibrer ces deux vies et de se construire. Qui suis-je vraiment? Et j'ai fait un grand travail personnel aussi, et surtout culturellement. C'était un choc des cultures. Oui. Moi, j'étais habituée à des relations qui n'étaient pas vraiment parisiennes dans un univers difficile, parce que le milieu artistique, c'est pas facile. Hein. Le milieu de la télé n'est pas facile, le milieu de la musique n'est pas facile, le cinéma, c'est pas facile, etc. Et rien n'est plus intéressant que de se connaître soi-même. Et pour travailler sur son esprit, c'est bien de travailler sur son corps. Et lorsque je parle de développement collectif, c'est que le développement personnel, moi, c'est marrant, ça ne m'intéresse pas beaucoup. C'est pour ça que là, j'apprends à parler de moi, mais pendant longtemps, je ne voulais pas parler de moi parce que ça ne m'intéressait pas. Et là, je veux bien parler de moi parce qu'il me semble que mon expérience peut aider les autres. Je parle beaucoup de ma maternité sur le tard parce que ça a été un combat aussi.
Et il me semble que dès qu'on a une envie, un objectif, il y a des méthodes de travail. Prendre soin de soi, relâcher, apprendre à ressentir au travers un massage, par exemple. Moi, le hammam gommage que je fais au Bain du Marais, c'est une initiation chamanique. Ouais. C'est-à-dire qu'on se détoxifie, on repart, c'est un nouveau départ, etc. Moi, je sais que quand je vais mal, je descends au hammam, je me fais un gommage, je me fais masser et je repars, le mental léger. J'ai même créé le bain de Soledad, qui est un bain sensoriel avec des huiles essentielles. Mais ça rejoint aussi ceux qui font de la relaxation, ça peut être, tu sais, tout ce qui est... toi, tu fais de la méditation, il me semble. Aussi, oui, donc, en fait, cette envie de développement collectif, c'est l'intention au Bain du Marais. C'est-à-dire que, bien sûr, je fais des soins du visage et on fait de la manicure, mais mon intention première, c'est s'initier à des rites ancestraux. On va se faire épiler selon la méthode avec, tu sais, la cire orientale, qui est la boule qu'on fait avec du sucre et du miel. Voilà, c'est des rites ancestraux qui ont été transmis de génération en génération. Donc prendre soin de soi et se connaître, tu dis aussi la connaissance, pour toi c'était une vraie clé aussi, c'est ce que tu dis, c'est autodidacte. Mais le savoir, c'est le pouvoir. Ouais. Dès lors qu'on comprend les choses, vous savez, Magritte disait toujours « ceci n'est pas une pomme » en peignant une pomme. Le savoir, c'est le pouvoir. Et je dis tout le temps aux gens qui m'entourent, et moi je me l'exige, essayez de comprendre, d'avancer. Et pour un monde meilleur, parce que je trouve que le monde est tellement agressif et toutes ces images. Moi, je lutte, hein, j'ai une petite fille de 7 ans, c'est dur, hein, elle a le truc comme ça, elle a 7 ans. Et j'essaye de ne pas l'éduquer dans cet univers-là, mais c'est inévitable, inévitable, parce qu'elle a ça autour d'elle. Voilà. Toi, Larsène, tu voyages beaucoup, tu fais des centaines de shows par an, en fait. Donc, j'imagine qu'à un moment donné, la question de prendre soin de soi pour gérer peut-être la fatigue, des décalages horaires. Là, tu reviens de la Réunion, par exemple. Ouais, donc, ça se voit, hein, j'étais tout bronzé, tout bouffi. Bah voilà, spécialement pour nous, c'est sympa. Merci Larsène d'avoir travaillé le bronzage pour danser sa vie. Est-ce qu'il y a une hygiène de vie? Est-ce que tu t'astreins, voilà, ouais, tu es obligé, ouais. Si tu veux tenir sur scène, et moi je fais à peu près entre 200 et 250 événements par an, je fais entre 100 et 120 000 km par an en voiture, plus mes voyages, mes déplacements, mes décalages horaires et ainsi de suite. Ouais, tu t'imposes une hygiène de vie, tu essayes de faire attention. Alors, bon, déjà, je ne bois pas, je ne fume pas, j'ai fait beaucoup de sport, j'en fais moins maintenant parce que j'ai moins la possibilité d'en faire, mais ouais, j'essaye de faire attention. C'est ce que je disais à Soledad tout à l'heure, que j'allais venir au Bain du Marais, parce que là, justement, à La Réunion, j'adore aller dans les spas, j'adore prendre soin de moi. Puis encore une fois, quand tu es face au public tous les soirs, il faut faire attention à toi, parce que la première chose que les gens regardent, c'est ce que tu dégages, et c'est important d'être bien dans sa tête surtout, et puis d'être bien entre guillemets le plus possible physiquement. Après, voilà. Est-ce que le fait de voir beaucoup de gens, parfois, tu ressens le besoin aussi de te nettoyer des énergies des gens que tu peux recevoir? Parce que si tu es au centre, ouais, moi je donne. Alors souvent, quand je fais un événement ou quand je fais un spectacle, à la fin du spectacle, je suis vidé. Ouais. C'est-à-dire, je sors de scène, parce que tu as une pression. Alors, encore une fois, j'ai pas de trac. J'ai juste de la pression que je me fais tout seul, parce qu'encore une fois, je sais où je peux emmener les gens et je sais ce que le spectacle peut donner quand tout fonctionne bien, quand les planètes sont alignées. Maintenant, quand je sors de scène, mais que ça soit sur scène à la Gaîté ou que ça soit dans un autre événement, je sors, je suis lessivé, je suis vidé, mais parce que j'ai envie de donner le meilleur de moi-même aux gens, quoi. Et du coup, après. Et puis encore une fois, j'aime aller au contact des gens. Quand je finis partout où je vais, quand je finis, je vais au contact des gens. J'aime discuter avec eux. Je m'isole pas, je m'en vais pas. Voilà. Et puis c'est ce que veulent les gens surtout. Ils veulent. Moi, je peux pas concevoir que les gens viennent te voir et que tu puisses pas leur donner un maximum de toi-même. C'est-à-dire moi, arriver sur scène et dire vous êtes venu me voir et je m'en vais et puis on se voit plus. Non, c'est pas comme ça que je conçois les choses. Encore une fois, si je suis là aujourd'hui, c'est grâce au public. Et il n'y a pas de secret, c'est le public qui nous emmène là où j'en suis aujourd'hui. Donc même si je fais du bon boulot et même si les gens m'apprécient pour ce que je fais sur scène, encore une fois, c'est grâce à eux si on est là. Donc
Donc, il n'y a pas un moment où on peut s'endormir sur ses lauriers. C'est tout le travail. Non, et puis encore une fois, quand les gens m'appellent, c'est parce qu'ils me veulent moi. Ils me veulent moi parce que j'ai une personnalité, parce que j'ai une façon de travailler. Donc c'est très compliqué de dire non. Alors, tu t'imposes de temps en temps des moments de pause. Alors nous, la chance qu'on a dans l'événementiel, c'est que dès que c'est les vacances scolaires, donc à peu près toutes les 7 à 8 semaines, l'activité est au ralenti parce que les entreprises ne font pas d'événements pendant les vacances scolaires. Donc on a cette chance d'être toutes les 7-8 semaines, d'avoir un peu de pause. Mais sinon, non, c'est je bois pas, je fume pas. J'essaye de faire attention à moi, mais c'est jamais facile. Puis en plus, quand tu fais 250 événements par an et que tu manges au restaurant matin, midi et soir, c'est compliqué aussi, quoi. Tu es obligé de t'astreindre et de faire attention. Ouais, tu essayes de faire attention. Et puis ça dépend aussi de l'environnement là où on vit. Ouais. Puis de ton entourage. Oui, c'est ça aussi, c'est ce qu'on allait dire. Ouais. À Paris, par exemple, c'est compliqué. Moi, je sais que je vis dans le centre de Paris, avec beaucoup d'activités. Et c'est vrai que parfois, je me dis, j'ai l'impression de recevoir des pics de partout. Des pics. Tu traverses, tu te fais insulter, tu te fais j'ai rien fait. Tu vois, c'est. Alors que voilà, quand on habite en pleine nature, moi je suis très très sensible à la nature, le ciel, les étoiles, les animaux, les oiseaux, etc. C'est vrai que quand on est des mammifères, hein, faut pas oublier. Alors ce besoin d'être proche de la nature, moi je comprends pas les gens qui me disent ah non je pourrais pas, je suis bien dans la ville, dans le béton, la grisaille, c'est pour ça que des espaces comme les Bains du Marais, ça te permet d'avoir une coupure sensorielle, un voyage sensoriel qui te fait un peu oublier la pression. Relâcher la pression. Ta petite chambre à toi en plein Paris. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que moi j'habite en province. Comme ça, au moins, dès que je sors de mon travail, je m'isole en province. Et de plus en plus de gens quittent Paris, de plus en plus. Quels sont les sacrifices qu'on est amené à faire quand on veut avoir une carrière comme la vôtre, qui dure, avec du succès Il y a des choses auxquelles vous avez dû renoncer ou La famille, un peu, forcément. Ouais. Parce qu'à partir du moment où on t'appelle tous les jours et qu'on te demande d'aller aux quatre coins de la France ou de la planète, à un moment, tu fais forcément des sacrifices sur l'éducation de tes enfants. Parce que moi, quand j'ai eu mes deux filles, je bossais déjà énormément. Donc, tu es moins présente. Donc, c'est la maman qui s'occupe de tout ça. Alors, même si elles ont toujours été habituées, tu loupes forcément un certain nombre de choses. Mais oui, c'est des sacrifices, bien évidemment. Ouais. Pour toi, Soledad? Moi, c'est à la naissance de mes enfants, tout a changé. Avant, je partais une semaine en décembre et une semaine en août. Je ne prenais pas de vacances. Et j'étais vraiment dans une course effrénée à la production, faire. Et je pense que j'avais oublié d'être, justement. Ouais. Et en devenant maman, surtout que mes enfants, je les ai tellement attendus que ça a été un émerveillement. Et du coup, au travers, par rapport à l'éducation, qu'est-ce que j'avais à transmettre ? J'avais surtout pas envie de déléguer à une nounou. J'ai jamais renoncé à un bain. C'est moi qui fais tout. Alors après, je repars ou tu vois, mais ça m'a appris à prendre du temps. Et comme j'ai beaucoup travaillé, j'ai peut-être renoncé à du temps pour moi, prendre du temps pour j'ai toujours voulu faire du yoga, et maintenant je m'impose de prendre du temps pour moi et de reprendre des études et voilà, de se nourrir tout simplement parce qu'à faire, on se perd en fait. À faire, on se perd, donc un peu, de revenir dans l'être un peu plus. Ouais. Même si on est passionné, tu ne peux pas passer 99,99% de ton temps à travailler, c'est pas une vie. Et quand on est chef d'entreprise et qu'on crée des projets, on a tendance à s'oublier. Voilà. Et mes enfants m'ont appris mon fils m'a appris, avec ses 2 ans, m'a appris à observer les oiseaux. Il est passionné par les oiseaux. Et du coup, il m'a fait découvrir les oiseaux et je suis fascinée par les oiseaux. Je m'intéresse aux races, les merles, les trucs, les machins. Et voilà, c'est de ça qu'est faite la vie, je pense. Et puis le Covid y a fait beaucoup aussi. Ouais. Aussi. Parce que le fait d'être arrêté. Ouais, d'être arrêté pendant quasiment 1 an et demi, 2 ans, sans quasiment plus aucune activité, tu te redécouvres. Mais je pensais qu'après le Covid, le monde allait devenir meilleur et je m'interroge sur cette question. Je ne sais pas. Est-ce que les gens ont... en termes de prise de conscience, tu veux dire, c'est ça ? Ouais. Je pense que les gens ont moins...
Ouais. C'est un sujet. On va faire une autre émission sur ce sujet. On va bien préparer ça et tout ça. Larsen, est-ce que tu serais OK de nous faire un petit tour spécial pour, ou un plusieurs d'ailleurs, de magie ou de mentalisme ou de ce que tu veux, parce que moi j'ai envie d'assister à ça quand même avant de venir te voir à la Gaîté. Avec plaisir. À partir du 16 mai. Le spectacle commence tellement, c'était hyper drôle le début. Avec la rapidité. Je vais revenir, là, c'est bientôt. Ouais, on est mardi. le 16 mai. Le 16 mai. On ne s'est jamais vu. Hein. On ne s'est jamais vu. Non, on n'a jamais. Et on ne s'est jamais mis d'accord sur quoi que ce soit. Non, ça c'est vrai. Ok, est-ce que je peux te demander de faire le vide dans ta tête? Oh là. Pardon, excuse-moi. Ok. Ok, tu as 52 cartes dans un jeu. Il y en a une en particulier qui te plaît là ou pas? Ouais. Ouais. T'en as parlé à quelqu'un ou pas? Non. À personne, ni à moi, ni à qui que ce soit. Non. Ok, c'est quoi ta carte préférée là tout de suite? Le 8 de trèfle. Ok, c'est marrant parce que j'avais laissé un jeu sur la table et dans la boîte ici. Et là, je me suis dit, c'est bizarre, j'ai une seule carte à l'envers dans mon jeu. Je sais pas si tu la vois, mais je crois que c'est le 8 de trèfle. Non, mais voilà. C'est fou. Ça, c'est le moment très énervant de l'émission aussi, dingue. C'est ça. Non, mais tu penses à une carte, Soledad, ou pas? Moi? Ouais, ta carte préférée là tout de suite. Alors, ouais. Ouais, c'est quoi? Je le dis? Ouais. 7 de trèfle. Bah, on est encore dans du trèfle. Tu veux changer ou... Non, je reste dans le trèfle. Ok, c'est marrant parce qu'encore une fois, j'ai refermé le jeu, mais je ne sais pas si vous avez remarqué, j'avais eu le temps d'en retourner une autre et je me suis dit, c'est bizarre, je crois que c'est le 7 de trèfle. Ça, c'est une chose. Maintenant, si tu veux voir des choses un peu plus énervantes, on peut faire ça. Sur la rapidité, t'es comment? Ça dépend pourquoi. Ok, prends-en une au hasard. Alors, a priori, ça se confirme, mais on va essayer de s'adapter. Prends-en une au hasard, vite. Tu regardes bien. Allez, je regarde. Une seule. Une seule, là. Ouais. Mais je la regarde et je te la montre pas, tu la regardes, ça tu peux la montrer à tes amis si tu en as. Et tu la signes sur la face, s'il te plaît. La face étant toujours cette partie-là. Ok, je la signe de ma plus belle écriture. Ouais. Ok. Alors, c'est compliqué, mais on va essayer de faire quelque chose. Mets-la dans le jeu. Où je veux? Oui, où tu veux. Alors, tu peux la mettre au début, au milieu ou à la fin. Tu la mets là où tu as envie de la mettre. Mais... On s'entendait bien jusqu'à présent, Larsen, mais là, je ne suis pas sûre que... Hein. Au début, au milieu ou à la fin, tu la mets où tu veux. Excellent. Alors, une fois que c'est fait, je vais te montrer une carte. Tu me dis juste si c'est à toi. C'est à toi ou pas? Non, c'est pas à moi. À toi, il faut juste la frotter comme ça rapidement parce que ça peut changer. Mais si ça change, on va te demander d'en reprendre une dernière. Vite. Alors ça, tu ne l'enlèves pas cette fois. Non, mais ça, c'est la tienne. On va le refaire. Elle est signée. Et si on demande à Soledad de... Pardon, excuse-moi. Donc, choisir une au hasard. On va la reperdre à nouveau. Allez, c'est parti. Une seule, vite. Vite. Non, c'est encore la sienne. On va le refaire. Non, c'est pas possible. Je reconnais bien ma signature. Ah tiens, regarde. Ça va te rendre dingue. Ça, c'est ta carte, elle est là. Et encore, j'ai du mal à travailler assis. Mais on la récupère, on la met dans le jeu, on prend le jeu, on fait un petit éventail comme ça. On prend le jeu, tu fais juste ça, il y a une carte qui bouge. Okay. Et la vôtre, les filles? Oh là là, oui, c'est vrai. Si ça, c'est à toi, tu la remets à nouveau où tu veux. Toujours pareil, comme tu veux. Je n'ai toujours pas évolué en rapidité, t'as vu là. Ouais, je m'adapte à tous les handicaps. C'est parti, regarde bien. Oh là là. Non. Non. Ouais, arrête. Non. Ah, dans la bouche. Je crois qu'elle est signée. Voilà. Waouh. Et t'as rien vu, hein? Ouais, t'as rien vu parce que ça c'est... Et tu peux battre un coup les cartes juste pour montrer parce que ça c'est pareil, c'est très impressionnant. Ouais. Alors les mélanger, je suis pas trop du matin, mais ça se travaille. Voilà, ça, moi ça c'est impressionnant. Ouais, après il y a ça que je sais que Soledad aime beaucoup. J'adore. Et elle revient. Non, je vais le refaire parce que en plus je suis assis. Et voilà. Ouais. Ok. Tu peux éventuellement prendre un 8 de cœur, juste le frotter comme ça pour que ça devienne le valet de carreau. Non, mais c'est tu peux éventuellement remettre le valet de carreau dans le jeu et te demander d'en reprendre une autre au hasard vite. Et on est à moins d'un mètre. Et reprendre le valet de carreau parce que c'est ton choix, mais après... Donc ça se travaille, c'est... voilà. Non, mais bravo, Larsen. C'est extraordinaire. Et donc ça, sur scène, alors sur scène, je fais pas beaucoup de cartes parce que bien évidemment dans une salle qui reçoit 400 personnes, c'est un peu plus compliqué. À part sur le premier tour, mon tour d'entrée. Donc tu vas chercher, sans trop divulguer sur le spectacle, tu vas chercher des gens dans le public, c'est ça? En permanence, 99% des numéros, je fais participer les gens. Et tu as de la vidéo, c'est ça? Et j'interviens avec de la vidéo parce que encore une fois, pour mettre en valeur les numéros, c'est vrai qu'aujourd'hui sans vidéo c'est compliqué. Donc non, j'utilise la vidéo parce que voilà, c'est. Et il retrace un peu son histoire.
Parce que c'est-à-dire que... Tu as le Tour de France. Moi, ce que je fais, c'est que je raconte... Il n'y a pas d'histoire où je dis j'ai commencé, j'étais petit, je raconte. Voilà. C'est un peu tout mon parcours depuis 30 ans dans ce métier, où j'ai repris les numéros qui m'ont accompagné, qu'on fait, entre guillemets, ma carrière, qui ont marqué les esprits, parce qu'encore une fois, c'est le retour des spectateurs. C'est-à-dire qu'il y a un tour qu'on me demande systématiquement depuis 30 ans, partout où je vais. Et souvent, mes confrères me disent « Ah, tu fais toujours la même chose ». Mais malheureusement, quand tu as des gens qui te demandent d'aller sur des émissions de télé ou d'arriver dans une soirée qui te demandent systématiquement la même chose, tu peux rien, c'est comme ça, Tu réponds à la demande aussi. Je réponds à la demande. Donc, c'est ça, j'ai choisi des numéros qui ont marqué ma carrière, qui me suivent depuis. C'est comme quand on demande à Céline Dion de chanter Titanic. C'est pareil, c'est-à-dire qu'elle en a chanté plein d'autres, mais tout le monde lui demande de chanter Titanic parce que voilà, c'est ce qui a marqué son histoire. Moi, c'est pareil avec le journal, avec d'autres numéros. Et puis après, je raconte un peu tout mon parcours parce que j'ai la chance, et je dis toujours que j'ai de la chance parce que c'est fait, ce parcours est fait que de rencontres. La chance, elle se crée. Elle se crée. Elle se provoque et elle se crée. Mais c'est de la chance quand même parce que même si tu la provoques et si tu donnes beaucoup. Mais tu te l'es provoqué avec le résultat de ton travail. Bien sûr. C'est ce que je dis à tous les artistes. Toujours. C'est comme on travaille beaucoup sur le casting de Voice. Et je leur dis, mais lâche pas le morceau. Chaque année, tu y vas jusqu'au moment où c'est le bon moment. Puis, de toute façon, il n'y a pas de secret. La ténacité, donc c'est ça, ce serait ça, de rester tenace et à partir du moment où c'est ta passion et tu ne sais pas faire autre chose que ça et tu ne te vois pas autre part que sur une scène, à partir du moment où tu as justement, comme je disais avec casting.fr, on a les outils pour ça. Si tu te donnes les moyens, je suis persuadée. Tu peux y arriver. Moi, je dis tout le temps, c'est comme plus tu mises, plus tu as de chances de réussir. Si tu postules aux annonces de casting tous les jours, que tu te fais une bande démo, que tu as 2-3 belles photos, que tu te fais ton CV et que tous les jours tu matraques. La dernière fois, je recevais Stéphanie Pilonka en interview et elle nous a raconté qu'elle a fait jouer un comédien qui ne cessait de lui envoyer sa candidature. Et le mec lui a dit, je ne pensais pas que vous alliez... Elle dit, mais j'ai pas eu le choix. C'est-à-dire que tu as tellement envie que cette envie, tu la transmets. Et dès lors que tu as quelque chose à proposer, si tu es comme un con à attendre sur ton, personne ne va venir te chercher. Bien sûr. Ça, c'est sûr que personne... Mais si tu as quelque chose à proposer, alors quand tu as quelque chose à proposer comme la magie, c'est magnifique parce que c'est rare, que c'est un talent rare et que vous êtes peu. Donc là, tu as plus de chances de convaincre des gens du jardin, etc. C'est vrai qu'être un comédien ou un mannequin, par exemple, n'en parlons plus. Mais si tu as cette ténacité et cette envie et que tu te donnes les moyens, je suis persuadée que la vie est magique et qu'il n'y a pas de hasard et que les choses vont se faire. À un moment ou à un autre. Ouais. Ça, tu as des témoignages de ça, j'imagine. J'en ai plein des témoignages. Mais dès lors que tu acceptes de jouer dans un court-métrage sans être rémunéré, de toi-même te filmer, de chaque jour... En fait, être un comédien, c'est vivre comme un comédien. C'est-à-dire que même si tu fais rien, chaque jour, c'est comme quand tu fais un régime. Chaque jour, tu fais un acte. Tu vas aller au théâtre, aller voir un film, lire un texte, travailler un texte. Tu revais en fait ton rôle, ton identité de rôle de comédien. Et tu lances cette énergie, tu mets en place cette énergie. Et alors, cette énergie créatrice, elle va t'amener là où tu as envie d'aller. Dès lors que tu te mets cet objectif. Donc, par exemple, les gens qui nous regardent, qui ne sont pas forcément tous des artistes, il y en a beaucoup qui regardent Dans ses savies, mais il y a aussi les personnes intéressées par le développement personnel ou collectif. Ce serait un conseil que tu leur donnerais, ça? Oui, parce que dès lors qu'on se libère, j'ai rencontré une femme, il n'y a pas longtemps, à sa retraite, elle s'est dit, tiens, je vais m'amuser et je vais oser faire ce que j'avais toujours envie de faire. Et elle décroche des pubs et des machins, etc. Oser être. D'ailleurs, j'ai lancé un podcast qui parle de ça. Oser devenir l'artiste que vous avez envie et vous rêvez d'être. C'est-à-dire que oser avec audace et en travaillant, en faisant et en travaillant. Et alors la vie, elle est magique. Vraiment. Oser avec audace en travaillant. C'est magique. C'est des choses extraordinaires qui vont vous arriver. Toi, Larsen, les gens qui nous regardent, tu aimerais bien leur donner quoi comme conseil, sachant que c'est pas forcément des artistes, mais c'est des personnes qui ont envie de cheminer sur une vie de mieux-être, plus en adéquation avec leur... Ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois que Soledad commence tes questions, je suis entièrement d'accord avec elle. Donc, non, c'est vrai, c'est à force de travail,
à partir du moment où on aime ce qu'on a envie de faire, il faut foncer, quoi. Après, il y a une petite étoile ou pas, mais à partir du moment où tu aimes ce que... Encore, très souvent, les gens vous disent « Ah, il faut devenir... » La célébrité, c'est pour en côtoyer énormément. C'est compliqué à vivre au quotidien, donc on peut être très heureux, très épanoui, très bien gagner sa vie sans être à la... C'est ce que je dis très souvent, c'est pas une fin en soi. Après, de côtoyer ces gens-là, c'est un privilège. De participer à des émissions de télé ou d'être sur scène, ainsi de suite, c'est magique, comme on le dit, c'est magique, c'est magique, mais encore une fois, c'est pas une fin en soi. C'est à partir du moment où on aime ce qu'on fait et qu'on donne du plaisir aux gens, après, c'est que du bonheur. En tout cas, je vous remercie infiniment tous les deux d'avoir donné de votre temps, de votre personne. Bah oui, ça passe trop vite. On n'a pas envie de partir, on est trop bien. On va repartir pour une heure d'émission. On va aller au bain, voilà. Donc on peut te retrouver, toi, Soledad, un peu partout sur les réseaux sociaux. On peut bien sûr aller voir le site casting.fr, se rendre au bain du Marais pour se faire du bien au corps et à l'esprit. Et j'ai créé une carte qui me tient à cœur. J'accueille les enfants à partir de 3 ans au bain du Marais. Il faudra que tu reviennes parce qu'il y a tellement de sujets qu'on peut évoquer avec toi. Et voilà, c'est pour initier des liens entre les parents différents. Et j'ai eu cette envie d'accueillir des enfants en famille dès l'âge de 3 ans. Oui, parce que le transgénérationnel, la transmission, c'est très important. C'est mon truc. Ouais, c'est mon truc. Donc, un soin en famille. Voilà. Larsène, on te retrouve alors à partir du 16 mai, mais il faut se dépêcher parce que après, tu es sur Roland Garros, c'est ça? C'est pour ça que tu joues jusqu'au 28 mai? C'est-à-dire que quand mes producteurs m'ont dit on va aller jouer à Paris, ils m'ont demandé dans quelle salle je voulais jouer. Donc j'avais à cœur de jouer à la Gaîté Montparnasse parce que je trouvais cette salle magnifique. Donc ça a pu se faire. Et après, il y avait une tranche entre le 16 et le 28. Alors on aurait pu continuer un peu, mais comme j'ai des obligations, parce que ça fait 26 ans que j'interviens à Roland-Garros, j'avais des obligations contractuelles, donc je ne pouvais pas continuer. Donc ce qui fait qu'on s'arrête le 28. On va certainement reprendre, alors soit après Roland-Garros ou en tout cas à la rentrée, et puis partir en tournée entre novembre et décembre 2023. Mais ouais, vous pouvez venir tous les soirs à la Gaîté du 16 au 28 à 19h. Comme ça, après, on peut aller dîner. Et parce que tu restes, parce que tu es disponible pour le public. Ouais, non, mais encore une fois, j'aime les gens, donc moi, de partager, je ne peux pas partir comme un voleur et de laisser les gens comme ça. C'est dans ma nature. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais moi, j'aime ça. Les gens, à la fin du spectacle, me disent on mange en face ou à côté. Ou, machin. Si je suis disponible, non, mais si je suis disponible, c'est avec grand plaisir que je leur ferai partager ce que je vis. Et encore une fois, si je partage tous ces moments de bonheur et qui vont encore venir dans les jours à venir, c'est grâce à eux. Donc voilà. Merci infiniment à tous les deux. Merci à vous de nous avoir suivis. Donc, osez, ayez l'audace, ne lâchez rien. Ça, c'est vraiment les conseils de nos invités. Et on se retrouve pour de nouvelles rencontres bientôt dans Danser sa vie. Merci à la technique et merci à toi, Marc, pour ta confiance. À bientôt.